Bonjour et bienvenue à notre webinaire qui s'appelle Revue technique des marchés. Aujourd'hui, c'est le 29 mars, on a 18 h. On est ensemble avec Laurent Albi et vous, le président de la FAT, se donne l'honneur d'être présent dans le bureau de BNP Paribas, dans le fabuleux studio pour les webinaires de BNP Paribas pour faire encore une webinaire pour plein d'analyses techniques. Et la question d'aujourd'hui, la question du jour en fait, est-ce qu'il y avait 15 personnes, en fait, les Oui, 15 de France pour les GAFAM? Est-ce qu'il y avait? oui, Oui, il y il avait y avait 15 assez. personnes. Alors, souvenez-vous, Oh hein, la là semaine dernière, on là. avait dit il faut 15 demandes par email sur les GAFAM pour qu'on le fasse. Ouais. Eh bien, vos emails ont dépassé nos espérances, donc c'est normal, hein, on ne parle que de ça dans Il n'y avait l'actualité. pas de faux comptes dedans. C'est pas moi qui ai écrit, en fait. Non, Non, tu as vérifié. oui, je vais Donc, vérifier. c'est des bons. Bon, ok, Voilà, donc très bien. C'est pas tout. c'est normal, hein, on parle enfin, tous les jours, c'est Facebook, après c'est Amazon, après c'est Ah ouais, Tesla, enfin ça bon, s'arrête pas. c'est les unes derrière les autres. Donc effectivement, on va faire un point technique, Falco, Oui, cette semaine pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est à court et moyen terme et voir si ces GAFAM qui ont été tellement fortes l'année dernière, ouais. elles le sont encore, ou si les fortes baisses de ces derniers jours ont détérioré le panorama technique. Chers auditeurs, bonjour. Avant qu'on commence, Oui, tu me permets, je t'en prie. avant qu'on donne l'écran à Laurent, je veux juste encore vous rappeler qu'il y a notre fabuleux chaîne YouTube. Il faut aller sur youtube.fr et vous pourrez taper dans le petit champ de recherche un mot produit de bourse BNP Paribas. Et voilà, vous tombez sur le site sur lequel vous trouvez nos émissions. Il y a la mise de chalet, il y a 100% marché, il y a des vidéos de formation sur nos produits, mais il y a surtout les revues techniques des marchés. Donc voilà, n'hésitez pas de vous inscrire là-bas. Ce soir, je vais mettre sur cette chaîne l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez encore déjà regarder ce soir sur YouTube. Voilà, c'était déjà tout à ce sujet-là. Et maintenant, je On y donne va. l'écran à Laurent pour qu'on puisse regarder ces analyses tous ensemble. Excellent. Voilà, donc vous devriez voir maintenant mon écran. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'analyse technique qui est conduit conjointement par BNP Paribas et la FAT, l'Association française des analystes techniques. Et on va donc passer une heure ensemble pour essayer de décrypter ce qui se passe sur des marchés qui, ma foi, sont assez agités dernièrement, agités, confus, sans direction. Une semaine, même s'il n'y a pas eu une force, un mouvement directionnel clair, une semaine qui n'en a pas été pour le moins passionnante, puisque on arrive sur des niveaux maintenant extrêmement importants sur le S&P par exemple et sur le CAC, et on va donc regarder ce qui se passe sur ces niveaux de support. Alors effectivement, comme Falco le soulignait tout à l'heure, on fait une revue sur les GAFAM. Qu'est-ce que ça veut dire GAFAM? C'est un acronyme qui tient pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Vous l'avez compris, ce sont les plus grosses capitalisations du Nasdaq et les plus grosses capitalisations tout court. Puisque c'est les entreprises américaines qui dominent donc les indices avec des capitalisations, donc par exemple pour Apple qui doit tourner autour de 800 milliards de dollars, et puis les autres n'en sont pas très loin, donc les mastodontes de la côte. Et comme vous le savez, ce sont des entreprises qui ont drivé de manière significative le Nasdaq et les marchés américains ces derniers mois. Et elles ont eu donc une actualité particulièrement chargée ces derniers jours, puisque c'est elles qui drivaient la hausse, et c'est maintenant elles qui sont un petit peu la source des problèmes actuels, puisque vous le savez tous, hein, il y a Facebook qui a bien dévissé, Microsoft qui a également été en forte baisse hier, et puis j'ai joint à ces GAFAM deux entreprises de la tech américaine, mais qui ne font pas partie de ce groupe, c'est Netflix et Tesla. Alors,
Pourquoi Netflix et Tesla? D'abord parce que ce sont deux entreprises qui sont emblématiques de la surperformance du secteur technologique américain, deux entreprises qui cassent les modèles précédents. Netflix dans la diffusion de vidéos, de films, et puis Tesla, vous savez tous, l'aventure extraordinaire de cet entrepreneur sud-africain qui vit maintenant aux États-Unis, Elon Musk, et qui a donc fondé, entre autres, Tesla, entre autres, parce qu'il a également lancé SpaceX, une entreprise donc qui a vocation à participer, à prendre la relève un petit peu de la NASA dans la conquête spatiale américaine. Voilà, donc on va parler de Tesla, puisque on a une valeur qui a fortement décroché. Alors le contraste est intéressant entre Netflix et Tesla parce que Netflix est toujours très très fort, c'est quasiment la plus forte, un parcours boursier tout simplement époustouflant. Et puis Tesla, elle est déjà dans une tendance baissière. Donc, on va regarder ensemble ce que font l'un et l'autre, mais je le souligne, donc elles ne font pas partie des GAFA. Voilà. Sinon, on va regarder ensemble le S&P, puisque vous le savez, chaque semaine, on fait un petit point rapide sur ce qui se passe sur l'indice directeur américain. On va également regarder le Nasdaq 100. On va passer un petit peu de temps sur le secteur technologique US et puis une industrie qui fait partie du secteur, c'est les semi-conducteurs. Et puis, on regardera également le CAC 40 puisque c'est notre habitude de regarder à court et moyen terme ce qui se passe sur l'indice parisien. Voilà, donc vous connaissez le sommaire du webinaire. On peut directement attaquer avec le S&P. Alors, je vous ai mis à l'écran donc la progression donc des cours depuis l'été dernier. Hein, c'est la dernière impulsion haussière avant la correction de la fin du mois de janvier. Et je vous disais il y a un instant qu'on est donc sur un niveau extrêmement important. Alors, pourquoi ce niveau est important? D'abord, vous voyez ici que lors de la précédente baisse, nous nous sommes arrêtés dans le voisinage des 2580 points. Je précise que le chart que vous avez à l'écran est un chart hebdomadaire, donc clôture hebdomadaire à 2580 points. C'était ici une zone de polarité, une zone de résistance qui devenait donc potentiellement support. Et le marché a rebondi. Donc on a mis un creux en place. Le S&P a rebondi et puis il a rebaissé et on voit qu'il s'est arrêté sur le niveau de clôture hebdomadaire précédent. Autrement dit, ce creux est validé en tant que support. On remarque que c'est un niveau de retracement de Fibonacci, 62% de retracement de toute la hausse commencée l'été dernier. Donc, c'est un niveau qui est important et on voit bien ici que les opérateurs ne s'y sont pas trompés. Il y a des ordres d'achat qui ont été réalisés, des ordres également de débouclage de positions short qui ont participé donc à ces achats. Et puis par ailleurs, on a le passage d'une moyenne mobile à 200 périodes. C'est une moyenne mobile qui est considérée de long terme et qui fait en fait, qui départage un marché haussier d'un marché baissier. Et donc, il y a également là aussi beaucoup d'ordres qui traînent encarnés par des opérateurs qui se disent que si on retournait sur une moyenne mobile de 100 périodes, ce ne serait pas une mauvaise idée de payer le marché. Et donc, on voit bien que depuis la résistance à 2780 points, le marché a baissé de manière rapide et puis que là, on voit une stabilisation des cours par ce support qui est validé, ce niveau de FIBO qui l'est également, cette moyenne mobile à 200 périodes qui passe dans le voisinage. Et puis alors, je ne l'ai pas tracé à l'écran, mais on a également une ligne de tendance haussière qui démarre début 2016 et qui passe justement juste à côté de ce niveau à 2580 points. Donc, très gros niveau de support sur le S&P. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est un gros niveau de support? Ça ne veut pas dire qu'il va forcément tenir, loin de là. Mais là où il est important, c'est que premièrement, on voit bien que c'est un niveau qui devrait a priori attirer, regrouper un consensus acheteur sur ces niveaux. Si le support ne tient pas, ça signifie que quelque chose a changé dans le comportement des opérateurs.
Un niveau de support, c'est un niveau qui est considéré comme une opportunité d'achat lorsqu'il y a un repli du marché pour accompagner la tendance une fois que le repli est terminé. Et quand ce niveau de support est enfoncé, eh bien, ça veut dire que la perception qu'ont les investisseurs a évolué et lorsqu'il est enfoncé, a évolué de manière négative. Autrement dit, on pourrait dire, dans ce mouvement, nous avons des opérateurs qui sont optimistes et qui ont confiance. Dans ce trading range, nous avons des opérateurs qui hésitent et qui ne savent plus très bien comment se positionner par rapport au marché. Et puis, en dessous de ce niveau, on a des opérateurs qui deviennent pessimistes. Donc voilà, je vous fais en fait le découpage de la psychologie des opérateurs en fonction des zones de prix. Et on voit bien que pour le moment, ce support est payé pour toutes les raisons techniques qu'on a évoquées ensemble. Mais attention, s'il était rompu, cela ne signifierait pas que l'analyse technique ne fonctionne pas, cela signifierait que le comportement a changé parce que la perception des investisseurs a évolué et que ce qui paraissait auparavant comme étant bon marché, eh bien, ne l'est plus. Et c'est pour ça que l'offre ne va plus être épongée par la demande et que le support va finir par être rompu. Voilà, donc on est vraiment sur le S&P, sur une zone qu'il va falloir observer de manière très attentive parce qu'en cas de rupture, il pourrait y avoir l'ouverture d'un nouveau risque baissier avec potentiellement le retour vers les 2500 points. Alors souvenez-vous, il y a environ un mois, je vous ai montré ce chart et je vous expliquais que quand les marchés baissaient de manière importante, comme à l'automne 2015, vous voyez cette baisse extrêmement brutale du S&P, et puis début 2016 également, baisse extrêmement forte, eh bien le marché pour se retourner a besoin de temps, puisqu'en fait on parle finalement de psychologie collective, d'une foule d'opérateurs qui se regardent les uns les autres, qui se copient les uns les autres, qui attendent de voir ce que fait le voisin pour pouvoir également passer à l'action. Et donc les opérateurs observent le marché. Et cette phase d'observation, techniquement, se manifeste par la construction d'une figure de retournement. En l'occurrence ici, vous voyez la formation d'un double creux, c'est-à-dire qu'on est arrivé très vite sur ce niveau à 1870 points. Le marché a rebondi et puis il a rebaissé. Et là, encore une fois, il y a eu des ordres encarnés qui étaient placés et sur ce niveau qui ont fait que lorsque le marché est revenu dans cette zone, eh bien, il y a eu une forte demande et c'est ce qui a permis au marché de repartir. Ce redémarrage a été validé par le franchissement du pic qui se situe entre les deux creux. Et puis, début 2016, on a le même processus qui s'est mis en place avec une forte baisse. Et là encore, on est venu sur un petit peu au-dessus de 1810 points. Et puis, le marché a rebondi et il est revenu tester cette zone. Et c'est lors du retest de cette zone que la demande s'est solidifiée et que le marché est reparti ensuite à la hausse. Alors ça, on l'a regardé ensemble il y a quelques semaines, ce chart, parce qu'on était en pleine déconfiture de court terme début février sur le S&P. Et si vous retournez sur le webinaire donc, de début février, vous verrez que ce que nous expliquions ensemble ici, eh bien, c'est que nous nous attendions à la formation d'un double creux. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que ça s'est passé il y a 2 ans, ou quelle que soit la période dans le passé, que ça va forcément recommencer, mais ça témoigne d'un comportement collectif, d'un modèle de comportement collectif qui peut se répéter. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? On a eu également la formation. Alors, on ne peut pas vraiment parler de double creux, puisque vous le voyez, on n'a pas un marché baissier très très fort. Pour qu'on ait un double creux, il faut qu'on ait vraiment une tendance baissière importante. Alors, on n'a pas de tendance baissière importante, puis on a un double creux qui est beaucoup trop haut par rapport à la baisse qui précède, mais on voit bien le mécanisme identique qui s'est mis en place et qui vient confirmer donc ce comportement collectif qui a eu lieu donc il y a 2 ans. Et là aussi, donc, on a ce retest à 2580 points. Alors, je m'attendais à ce retest, on en a parlé ensemble, et donc maintenant, on va vraiment voir
ce que les opérateurs sont capables, ce que les acheteurs plutôt, sont capables de faire ou pas pour défendre ce niveau. Tout dépendra de la pression vendeuse en face. Et encore une fois, s'il y a trop d'offres qui se présentent sur le marché et si les opérateurs ne sont pas suffisamment convaincus pour absorber toute cette offre, alors le marché finira par casser le support et on pourra aller beaucoup plus haut. Donc vous le voyez, techniquement, on est sur un niveau technique sur le S&P extrêmement important parce que cette zone à 2580 points qui a été défendue il y a quelques semaines doit l'être à nouveau pour pouvoir permettre au S&P de garder au moins une physionomie neutre. Si effectivement 2580 points étaient enfoncés, alors nous pourrions affirmer que le marché s'est retourné puisque nous aurions deux sommets et deux creux qui sont baissiers. C'est ce qu'il nous faut dans un premier temps pour avoir donc un amorçage de tendance baissière. Alors, si on continue maintenant, et si vous n'avez pas de questions sur le S&P exclusivement, on va regarder un petit peu le secteur des technologies aux États-Unis, parce que là encore, c'est un chart que je vous ai montré il y a quelques semaines, et j'aime bien revenir avec vous sur les mêmes charts pour voir comment l'histoire évolue dans le temps, pour voir si on a fait des erreurs. On peut toujours faire des erreurs d'appréciation, et puis parfois on ne fait pas d'erreurs, mais le marché ne confirme pas la lecture, donc c'est toujours intéressant de revenir, et je vous encourage vraiment à le faire vous-même, toujours revenir en arrière pour faire son propre diagnostic. Il n'y a que comme ça qu'on s'améliore et qu'on améliore sa capacité d'analyse. Donc on revient sur un chart, encore une fois, que je vous ai montré il y a quelques semaines. Alors ce chart, qu'est-ce que c'est? C'est la force relative du secteur technologique à l'intérieur du S&P, c'est le SPT. Donc toutes les valeurs qui appartiennent au secteur technologique dans les 500 actions qui composent le S&P. Et puis en bas, alors, ici en haut, c'est donc la force relative de ce secteur par rapport au S&P. Et puis en bas, c'est le secteur lui-même. Alors qu'est-ce que je vous disais il y a quelques semaines de cela? Eh bien qu'en force relative, nous avions un secteur technologique qui continuait d'attirer les capitaux, puisque lorsque vous avez un ratio d'un sous-jacent ou d'un secteur par rapport à son benchmark qui monte, ça veut dire que le secteur surperforme et que donc il y a plus d'argent qui arrive sur ce secteur que sur les autres, et c'est la raison pour laquelle le ratio donc évolue de manière favorable. Et donc vous le voyez, on est maintenant. Alors, je vous rappelle que ce que vous avez à l'écran, hein, c'est un chart hebdomadaire, weekly. Et donc, vous voyez qu'on est maintenant dans une phase corrective de la force relative. Alors, un petit mot sur la force relative. Elle se prête tout à fait au chartisme, comme le reste. On peut regarder sur un ratio des indicateurs de momentum, on peut tracer des lignes de tendance, on peut mettre des moyennes mobiles, on peut regarder des niveaux de retracement de Fibonacci, on peut faire tout ce qu'on fait d'habitude en analyse technique, on peut le faire sur des ratios de force relative. Vous voyez, ici, j'ai tracé une ligne de tendance avec un premier contact ici, et puis un deuxième où on voit un marché qui est très fort, qui ne revient pas exactement chercher, et puis un troisième point de contact, et puis on voit qu'on retourne en force relative sur cette ligne de tendance. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le marché est relativement fort par rapport, enfin, le secteur est relativement fort quand on le compare donc au S&P, qu'en ce moment, il y a une sous-performance intermédiaire. Comme toutes les tendances, elles sont constituées de phases d'impulsion et de phases de correction. Donc, ce ratio est en train de corriger. On voit bien que cette correction en force relative n'a pas encore atteint la ligne de tendance du ratio. Autrement dit, pour le moment, c'est une correction intermédiaire technique tout à fait normale, puisque vous le savez maintenant, les tendances sont constituées donc d'impulsion et de correction et que ce ne sont pas des lignes droites. Donc, pour le moment, en force relative, nous n'avons pas encore un signal de dégradation majeure de la surperformance du secteur technologique, même si effectivement, on a eu, et comme je le disais à l'instant, de fortes baisses avec des capitalisations monstrueuses sur Amazon, Facebook, etc. Donc, pour le moment, on est vraiment dans un schéma, en ce qui concerne la force relative, de
correction dans une tendance qui reste haussière. En bas, vous avez le secteur lui-même qui est donc toujours en tendance haussière. Premier point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact. On peut considérer que ce troisième point est un point de contact, un nouveau plus haut marginal derrière, et puis on retourne sur la ligne de tendance. Alors là aussi, on voit bien que le secteur à moyen terme est en danger, puisqu'il vient retester un support dynamique après avoir fait un plus haut marginal. Ça veut bien dire que le momentum est en train de se dégrader, que par conséquent, si j'avais mis un RSI, par exemple, sur le secteur, on aurait sans doute eu une divergence baissière qui n'annonce non pas un retournement de tendance, mais en tout cas une consolidation. Donc, je fais ce point avec vous et je continuerai de faire ce point avec vous sur le secteur de la technologie pour voir si effectivement la ligne de tendance du secteur est enfoncée, pour voir si la force relative casse également ce support ascendant. Et là, pour le coup, si c'est effectivement ce qui va se passer, alors cela signalerait qu'il y a une aversion au risque importante qui revient sur le marché et qu'apparemment, nous aurons plus de corrections à venir. Alors, il y a deux questions. Il y a Hubert qui a déjà posé la question au début du séminaire, sur l'Eurostoxx 50. Donc, on va regarder peut-être l'Eurostoxx 50 à la fin si on a un peu de temps. Il y a Alain qui pose la question de quel RSI s'agit-il sur le graphe? Alors, il s'agit du RSI de la force relative. On va regarder ici le RSI de ce ratio. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous assistons à une petite divergence baissière sur le RSI. Ce n'est pas une très belle divergence, parce que pour que ce soit vraiment une belle divergence, il aurait fallu qu'elle soit plus serrée et que quand elle remonte, elle soit capée sur le niveau des 70 points. Or là, on voit que le marché repart en zone de surachat. Malgré tout, on peut quand même affirmer que ce sommet est plus haut que le précédent, alors que ce sommet ne l'est pas. Donc il y a bien j'ai plutôt envie d'appeler ça une variation de divergence baissière sur le RSI. On voit bien l'esprit de la divergence, mais le signal est moins fort parce que ce sommet a quand même été suffisamment fort pour repropulser le RSI en zone de surachat. Donc on voit bien une détérioration du momentum sur le ratio, mais on ne peut pas affirmer que ce soit une divergence baissière en bonne et due forme parce que le marché le RSI est reparti en zone de surachat. Merci beaucoup, Laurent, et on continue. On continue. Alors là, je vais vous montrer le chart, non pas du secteur technologique, mais du Nasdaq, le Nasdaq 100. C'est donc l'indice des 100 plus grosses capitalisations du Nasdaq, et vous l'avez compris, il est très très impacté par les Google, Apple, Microsoft, Facebook, etc. Alors là, je vais vous demander de travailler un petit peu, parce que vous voyez que ce chart est totalement vierge de toutes les inscriptions que j'aurais pu y faire. Et j'aimerais vous demander, quand vous regardez ce chart, eh bien, qu'est-ce qu'il vous inspire? Autrement dit, j'aimerais que vous concentriez votre attention sur la partie droite du chart, c'est-à-dire ici, et que vous me disiez dans la fenêtre de chat, qu'est-ce que vous croyez reconnaître? Est-ce qu'il y a peut-être une figure en formation qui vient titiller votre œil? Vous êtes tout seul chez vous, je ne suis pas là, vous avez ce chart devant les yeux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, il y a double top qui écrit Pierre. Oui, alors Pierre parle effectivement d'un double top. Et double top aussi Patrick. Dit absolument. Top. Alors, comme vous Françoise dit consolidation. Alors, consolidation, absolument. Alors, comme vous êtes très nombreux, je veux que vous soyez un petit peu plus courageux, comme Patrick et Pierre, osez, et que vous participiez. Osez. Vous ne serez pas punis, je vous le promets, si vous vous trompez. Tête, épaule, formation, Evelyne. Ouais, intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, tête, épaule, en formation? Ça, c'est Evelyne qui dit ça. Ouais, c'est intéressant, Evelyne, de dire qu'il y a une tête, épaule en formation. Patrick ajoute à son double top un support à 6400. Et Pierre dit, voilà, double top et aussi un début de conso. Exactement. Alors, conso, on est tous d'accord. C'est la première. Alors, c'est la première chose à dire, effectivement, on est en consolidation. Ouais. Alors maintenant, cette consolidation,
elle a deux volets potentiels. Une consolidation à plat, on fait un trading range, donc c'est une vraie consolidation, ou alors ce qu'on voit à l'écran est le début de quelque chose de plus important, c'est-à-dire peut-être une figure de retournement, et là on parlerait plus de consolidation, Falco, mais de correction. Ah. Donc, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup d'interventions de votre part pour dire que on est sur, je crois que si on devait faire la moyenne de toutes les réponses que vous faites, c'est le double top qui l'emporte. Ouais. Alors, effectivement. Il y a pas mal de neutres aussi, latéralisation. Ouais, exactement. Alors, effectivement, d'ailleurs. Latéralisation. Moi, je suis trop fatigué. Oui, donc effectivement, alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qu'il faut faire, c'est essayer, quand vous avez trouvé une hypothèse, de ne pas vous arrêter là. C'est-à-dire que quand ceux qui ont dit que c'était un double top se sont dit, bah, ça peut être potentiellement un double top, le travail ne s'arrête pas là. Il y a deux autres questions que vous devez vous poser immédiatement après avoir identifié une hypothèse de travail. Le premier travail que vous devez faire après vous êtes dit que c'est peut-être un double top, c'est qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et si ce n'était pas un double top? Ok, mon scénario central, a priori, celui qui me saute aux yeux, c'est le double top. Et si ce n'était pas un double top, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors effectivement, Evelyne, elle nous propose une hypothèse intéressante, c'est une tête-épaule. Elle n'a pas tort, regardez. On aurait en fait une épaule gauche ici, une tête qui serait marginalement plus haute que l'épaule gauche, une ligne de cou à 6400 points. Derrière, on repart, on retourne tester 6800, 7000, et puis on rebaisse, on forme l'épaule droite, et la tête-épaule est effectivement validée sur le franchissement, ou plutôt la rupture de la ligne de support à 6400 points. Donc un point pour Evelyne, elle a raison, il peut y avoir potentiellement la formation d'une tête-épaule. Les figures en analyse technique n'existent que lorsqu'elles sont validées. Avant, c'est vraiment de la spéculation, on essaye d'anticiper quelque chose, donc on se laisse la marge de manœuvre de pouvoir se tromper. Donc, première hypothèse, effectivement, la tête-épaule. Deuxième hypothèse, effectivement, c'est celle que moi aussi j'avais retenue, c'est le double top. C'est-à-dire qu'on a clairement un top ici, et puis derrière, on fait un petit top supérieur. Il doit sûrement y avoir une très belle divergence baissière sur le RSI. Et puis la ligne de coût, elle est à 6400 points. Et puis si on casse effectivement cette ligne, on a mis en place un double top. Mais attendez, c'est pas tout. Il peut y avoir d'autres figures. Regardez. Si, alors je ne l'ai pas tracé, mais si ici je trace un support ascendant et que là, on casse 6400 et qu'on réintègre, on aura un support descendant et on va avoir en fait une structure en mégaphone, un triangle inversé qui pourrait se former. Et puis si ce triangle inversé évolue de manière constructive, il pourrait y avoir derrière un diamant. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand vous voyez une consolidation qui apparaît, quel que soit l'horizon de temps, sur votre charte, ne vous arrêtez pas sur la première hypothèse que votre œil va identifier. Continuez le travail avec les différents scénarios alternatifs. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut se dire? Et si j'avais tort? Si en fait, ce n'était pas un double top? Et si le marché... Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que on a tous un biais quand on regarde le marché. Et on va chercher les éléments qui vont confirmer notre biais. Alors quelqu'un qui a un biais acheteur, il va dire mais c'est sûr que ça va repartir. Regarde, on a fait un nouveau sommet après le précédent, la tendance est toujours haussière. Et puis ceux qui sont baissiers vont dire mais non, pas du tout. Regarde, on voit bien que le dernier sommet n'est que très marginalement au-dessus du précédent. Et puis regarde, la correction, elle va très très profondément près du support. On voit bien qu'on est en correction. Donc on a tous en fait une conversation intérieure pour essayer de comprendre ce qui se passe et on va développer un biais. Donc pour essayer, et ce biais nous fait souvent faire des bêtises. Donc pour essayer de se libérer de ce biais, posez-vous la question, et si j'avais tort? Quel est le prix qui, s'il était atteint, infirmerait mon scénario, par exemple, de double top?
Eh bien là, par exemple, vous vous diriez, bah, effectivement, si on passe au-dessus du précédent sommet, ça doit être à peu près à 7060 ou 7100, eh bien si on passe au-dessus de ce sommet, alors ça voudrait dire que cette hypothèse de double top doit être abandonnée. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, vous allez avoir deux niveaux. Vous allez avoir le niveau à la baisse, à 6400, et vous allez avoir le niveau à la hausse. Et vous allez vous dire, bah, à moyen terme, tant que je suis entre ces deux bornes, c'est de la conso. Et donc, ça vous donnera une information importante sur ce qu'il convient de faire. C'est-à-dire que si vous avez envie de payer le support à 6400, vous vous direz, bon, bah, je peux viser la moitié du range ou je peux viser le précédent sommet, mais ça vous montrera simplement que vous n'êtes plus en tendance et ça conditionnera donc votre posture et vos interventions. Voilà, donc effectivement, j'ai retenu moi aussi une hypothèse de double top avec donc le premier sommet, le second, la ligne de coup. Et quand on fait la projection de la hauteur du double top, ben, ça nous donne finalement un target entre 5006 et 5004. Alors pourquoi 5006 et 5004? D'abord parce que vous savez que j'aime pas les prix précis. J'ai toujours raisonné en zone de prix. Ça me paraît beaucoup plus pertinent sur les marchés. Et puis après, ça dépend. Est-ce qu'on prend les mèches? Est-ce qu'on prend la ligne de clôture? Et en fonction de vos projections avec les lignes de clôture ou les mèches, et ben vous allez avoir des projections différentes et donc vous allez pouvoir tirer une zone d'objectif. Et donc on voit bien qu'il y a une très grosse zone de support entre 5006 et 5004 qui devrait, si la ligne de coup devait être enfoncée, eh bien déclencher un nouveau risque baissier vers cette zone. Donc on voit bien que pour le moment, le Nasdaq 100, il est en consolidation. On voit bien que le momentum est détérioré, puisqu'on revient, comme on l'a dit tout à l'heure, très près de la zone de support, mais on est toujours dans une tendance haussière. On a toujours un sommet plus haut que le précédent, et pour le moment, si le marché devait rebondir à partir de 6400 points, on aurait un creux supérieur au précédent. Un creux d'autant plus important qui viendrait en fait valider cette polarité à 6400. Autrement dit, sur le Nasdaq, à moyen terme, le diagnostic, c'est haussier, mais en phase de consolidation, pouvant déboucher donc sur une neutralité validée sur rupture de 6200, parce que, attention, si on casse ce niveau de support, on n'est pas encore en tendance baissière, parce qu'on aura encore un nouveau plus haut. Il faudra casser le support, réagir avec un sommet, avec un rallye de contre-tendance, faire un sommet plus bas que le précédent, recasser le creux, et là, on a retourné le marché. Donc, il y a encore beaucoup de travail à effectuer avant de pouvoir affirmer que le Nasdaq est en phase de retournement sur du moyen terme. Voilà, donc on en a fini avec les indices américains, avec donc une force relative sur le Nasdaq qui est en correction, mais qui n'a pas encore cassé un niveau important. Et puis sur l'indice lui-même, un indice qui est en correction également, mais qui n'a pas cassé la ligne de coup. Alors, qu'est-ce qui est le prochain point sur le sommaire en fait d'aujourd'hui? Le CAC. Le CAC. Vous connaissez cet indice déjà? On va regarder ensemble le CAC 40 rapidement. Voilà. Alors, attendez, ça c'est Apple, c'est pas le CAC. Ah. Voilà. Alors, le CAC 40 en weekly, c'est rapide parce qu'on voit bien que là aussi, à l'instar du S&P, même si la config technique n'a absolument rien à voir, on est sur un niveau qui est défendu, une véritable bataille entre acheteurs et vendeurs, un niveau de support à 5050 qui pour le moment est défendu, un CAC qui ne fait absolument plus rien depuis maintenant quasiment un an, puisque vous le voyez, vous avez ici un chart en hebdomadaire. J'ai mis un rate of change à 52 semaines. Autrement dit, la variation en pourcentage du prix actuel comparé au prix à 52 semaines. Et on voit qu'on est sur un CAC qui est quasiment à 0%. Ça veut dire qu'on est globalement sur les niveaux sur lesquels nous étions. Le CAC était il y a un an. Donc, une tendance qui est plate, avec donc comme niveau intermédiaire, si le support tient, un retour sur 5350, et puis en cas de franchissement, on retournera sur le haut du range à 5550. Pour le moment, on voit bien que chaque fois que le marché est revenu sur cette zone de support, la réaction haussière ne s'est pas faite attendre. Grosse bougie noire.
grosse bougie noire, bougie blanche, grosse bougie noire, bougie blanche, grosse bougie noire. On va voir si c'est une grosse bougie blanche ou pas. En tout cas, il y a peu de chances qu'elle soit grosse, puisque effectivement, les marchés seront fermés demain et lundi. Par conséquent, on va s'arrêter ce soir. D'ailleurs, le marché a déjà clôturé. Donc, on va avoir une bougie pour la semaine qui se termine comme ça. On verra si la semaine prochaine, ça continue ou pas. En tout cas, si c'est le cas, on devrait aller sur, à moyen terme, donc 5300 points. Alors, quand on regarde le CAC à court terme, rapidement, on voit que j'avais identifié un support à 5180 points. On en a parlé ensemble dans l'émission de mardi, 100% marché. J'avais donné un objectif à 5180. Ben, on voit bien que cet objectif a été validé par l'ensemble des investisseurs, puisqu'il y a une mèche qui s'est formée sur ce niveau et qu'on a clôturé en dessous. Donc maintenant, on a par rapport à regardez, je vais me mettre en ligne de clôture. Par rapport à cette baisse, on a fait un rebond et puis on est retourné sur 5040 et le marché est reparti. Donc là aussi, on a un petit double creux qui s'est formé à très très court terme sur le CAC. Et si ce double creux est validé, alors son target, il va être ici à 5220 points. Voilà donc ce qu'on peut dire sur le CAC 40. On a une oblique baissière que je vais prolonger, voilà, qui devrait passer comme ça. Ça veut dire qu'il va y avoir un double obstacle à franchir pour que le CAC 40 puisse continuer sa progression. La clôture au-dessus de la ligne de résistance baissière et puis la grosse zone ici à 5220, 5240 pour pouvoir continuer plus haut. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions sur le CAC, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est regarder maintenant. Alors attendez, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer sur le Nasdaq à moyen terme? Non. Sur le Nasdaq à court terme, non, bon, rien de particulier à dire. On revient donc sur les 6400 points. S'il devait y avoir encore une patte baissière sur le Nasdaq, la grosse zone de support, hein, 6300, 6130, moyenne mobile à 200 périodes, qui vient dans le voisinage des 6300 points. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir encore peut-être une petite baisse avant un rebond plus significatif. On a regardé, ça mérite quand même d'en parler 15 secondes, une petite divergence haussière sur le Nasdaq, avec ici un creux plus bas que le précédent, et sur le RSI, un creux plus haut. Autrement dit, on a peut-être mis en place un creux sur ce niveau, sur le Nasdaq. Il y a Patrick qui dit 5300 pivots mensuels de mars. Oui, sûrement. Sûrement. Bon, de toute façon. Sur le CAC, sur le CAC. Oui, sur le CAC. Quand je regarde le chart, je vois bien que ici, à 5300 points, il y a une grosse zone. Hein. Donc, on va y aller par palier. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche verte. Qui est-ce qui nous dit ça, Falco? C'est Patrick. Patrick, moi j'ai mis, vous voyez, une flèche verte sur 5310, 5330. Hein, c'est dans ce voisinage que le CAC pourrait rebondir. Après, on verra effectivement s'il arrive à le dépasser. À souligner qu'on a un croisement de moyenne mobile, 17 et 34. Alors, il y en a qui prennent des 20 et 50. Bon, bref, peu importe. Moi, je prends 17 et 34. Et on a en hebdo un croisement négatif de moyenne mobile. Regardez, c'est la première fois que ça arrive depuis qu'on est reparti à la hausse à l'automne 2016, puisque même dans cette correction de mai 2017, les moyennes mobiles n'ont pas croisé et que là, elles l'ont fait pour la première fois. Ça veut dire que vraiment, cette zone de croisement est un target et que pour aller plus haut, peut-être qu'il faudra rebaisser, reprendre de l'élan, réaccumuler de l'énergie et puis franchir la résistance. Ça m'étonnerait qu'on y arrive du premier coup. Alors, on va repartir maintenant sur
sur les GAFAM parce que je vous ai préparé des petits slides pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur ce segment de marché. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est l'évolution de ces actions depuis le 12 mars. Pourquoi depuis le 12 mars 2018? Parce que en fait, c'est après la clôture du 12 mars dernier que les marchés ont fortement décalé à la baisse aux États-Unis. Et vous le voyez, on a des GAFAM, plus Tesla et Netflix, qui ont toutes sous-performé le S&P. Comment on voit ça? Eh bien parce que depuis le 12 mars, à la clôture d'hier soir, le S&P a baissé de 6,4%, alors que toutes les autres ont beaucoup plus baissé. Microsoft est la plus robuste. Ça, on le savait, on en a parlé, parce qu'elle avait une force relative qui était la plus forte parmi le Nasdaq 100. Donc, c'est toujours très important de... Alors, attendez. Voilà. Pardon. Voilà, vous avez donc le chart en plein écran. Donc, Microsoft a baissé comme toutes les autres, mais c'était la plus forte et donc c'est celle qui a le mieux tenu, qui a le moins baissé. À l'inverse, Tesla, depuis le 12 mars, c'est juste la catastrophe absolue. Alors attention, hein, Tesla était déjà baissière, mais il y a vraiment eu une très grosse déconvenue sur le titre parce qu'en fait, il y a eu un accident de voiture par donc un véhicule qui fonctionnait en autopilote et qui a tué quelqu'un à Mountain View, en Californie, dans la Silicon Valley. Et donc là, ça a évidemment fait peur à beaucoup de monde, ça a déclenché l'ouverture d'une enquête pour voir ce qui s'est passé. Et puis, parallèlement à cet incident, il y a un problème industriel sur Tesla, c'est que le constructeur essaie de sortir un modèle entre guillemets bas de gamme qui ne coûte que 50 ou 60 000 euros et il y a des problèmes de production majeurs. C'est-à-dire qu'ils sont complètement en retard sur le calendrier, les investisseurs commencent à prendre peur, les obligations, puisque Tesla se finance sur le marché du crédit par des obligations, eh bien, je crois qu'ils doivent maintenant emprunter à 7%, ce qui montre bien une défiance de la part des opérateurs. Bon, bref, on voit bien que le champion, c'est Microsoft, enfin, le champion relatif, et le gros perdant de cette histoire, c'est Tesla. Derrière, depuis le 12 mars, c'est, je vais y arriver, c'est Normalement, Facebook. c'est moi. Hein. C'est Facebook. Alors Facebook qui perd 17%. On ne va pas revenir sur les raisons du scandale, mais là encore, une vraie défiance sur le modèle économique de l'entreprise et sa manipulation des données personnelles à des fins commerciales. Et donc ça, les investisseurs n'apprécient pas du tout non plus. Il y a une class action qui est actuellement en formation donc aux États-Unis pour demander des comptes de gouvernance à Zuckerberg. Enfin bon, donc c'est le premier choc réel du jeune chef d'entreprise et on va voir comment il s'en sort. Je lisais hier qu'il va passer devant le Congrès pour expliquer en fait ce qui s'est passé. Après, on a Google, Netflix, Amazon qui a été hier sévèrement puni, 54 milliards de capitalisation boursière qui se sont envolés en fumée sur un gap baissier, 7% de baisse sur Amazon. Enfin, on voit bien qu'on a des valeurs GAFAM, qui étaient très fortes, qui étaient vraiment le moteur de la hausse et qui deviennent maintenant un petit peu le moteur de l'incertitude. Non pas que les investisseurs pensent que ces entreprises ne vont plus driver le marché, parce que ce sont des entreprises qui, chacune dans leur domaine, apportent une rupture significative, mais on voit bien qu'on est plus sur une logique maintenant de take profit, c'est-à-dire de prise de profit plutôt que de surenchère sur les valeurs. Y a-t-il des questions?
Non, non, c'est pas des vraies questions. En fait, il y a Daniel qui ajoute au niveau de Tesla qu'ils ont aussi des problèmes de trésorerie, et d'exploitation et des grands remboursements d'obligations au deuxième semestre. Dur pour Tesla, il dit Daniel. Voilà, Vraiment. alors ce qu'il dit Daniel, c'est qu'il y a un problème, c'est que Tesla donc finance toutes ses opérations par la dette, ce qui est tout à fait normal, sauf que la dette, un jour, il faut la rembourser, Ah, et que quand la dette arrive à échéance, je crois que c'est 700 millions qui arrivent en septembre, eh bien les investisseurs se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir rembourser cette dette. Peut-être qu'ils vont vouloir refinancer par une autre ligne de crédit le remboursement, mais peut-être que cette ligne de crédit, elle va plus être à 7, mais même peut-être beaucoup plus. Bref, ça devient compliqué pour l'entreprise. Voilà, c'est bien donc 700 millions. Et donc, parce que c'est compliqué, eh ben, il y a des opérateurs qui prennent peur. Donc, ce que vous avez à l'écran, chers auditeurs, j'espère que vous continuez de nous suivre, c'est ce qui se passe depuis le 12 mars. Mais je me suis posé la question, que se passe-t-il depuis le début de l'année? Eh bien, depuis le début de l'année, on a 3 champions. Netflix, alors lui, c'est champion toute catégorie, hein, 49% de progression depuis le 29 décembre 2017. Deuxième dans le tiercé, c'est Amazon, après la chute de 7% d'hier. Troisième, c'est Microsoft qui tient vraiment, vraiment le choc. Alors Microsoft, il faut quand même la différencier de Amazon et Netflix, hein, parce que Microsoft, c'est une entreprise qui a été créée en 1975. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans la philosophie et dans le profil startup. On est sur un gros poids lourd de l'industrie de la tech aux États-Unis qui, après tout ce temps, continue de très bien tenir. Et puis derrière, vous le voyez, Alphabet, c'est Google, Facebook et Tesla. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le S&P, il a perdu 2,57% et que en fait la majorité, remarquez, oui, la majorité des sociétés de la tech qu'on examine ensemble cette semaine surperforment, hein, puisque le S&P il est là, on en a 4 qui surperforment et puis 3 qui sous-performent. Bon voilà, donc on voit que malgré tout, on a une détérioration avec Facebook, Alphabet, Google, qui sont maintenant sous le S&P. Alors, quand on regarde ce qui se passe depuis un an sur ces valeurs, on voit que, à part Tesla, qui est en perte, elles sont encore toutes positives, même si effectivement, depuis le 12 mars, ça a sévèrement corrigé. À la clôture d'hier, on a toujours Netflix avec 96,8% de gains, pas de gains, excusez-moi, de performance. Oui, c'est des gains, puisque, excusez-moi, j'ai cru que j'avais mis un chart de force relative, mais le S&P, il est là, donc c'est en performance absolue. Donc, 97% de gains pour Netflix depuis un an, 67% pour Amazon, c'est vraiment les deux champions. Puis derrière, on a Microsoft, 40%, Google, 22%, Apple, 17%, le S&P, qui est toujours en gain depuis un an, à 10,4%. Et puis en sous-performance, on a Facebook, qui est quand même positif, mais qui est en sous-performance. Et puis Tesla, elle, pour le coup, elle est vraiment en perte. Voilà, donc c'était un petit tableau rapide que je voulais brosser avec vous sur les GAFAM pour vous donner un petit peu une perspective de ce qui se passe sur ce secteur. Maintenant, on va regarder les entreprises une par une en détail. Alors, rapidement, je voulais quand même vous montrer un indice extrêmement important, c'est l'indice des semi-conducteurs, puisque vous le savez, le secteur de la tech est constitué de différentes industries. L'industrie donc des semi-conducteurs, on parle de Qualcomm, de Intel, etc. L'industrie des logiciels, et il y a donc différentes industries, et l'industrie donc des semi-conducteurs est extrêmement importante. On voit que cette industrie est toujours dans une tendance haussière, puisque ce que vous avez à l'écran, c'est un chart hebdomadaire, avec des moyennes mobiles qui sont encore parfaitement alignées, pas de figure de retournement en place. Malgré tout, on voit bien qu'il y a une différence de rythme très significative,
puisque là, chaque fois qu'on fait un nouveau sommet, derrière, on corrige de manière importante. Et puis, quand on met un RSI, on voit bien qu'entre ce sommet et ce sommet, là, on a une vraie divergence baissière. Hein, et puis, entre ce sommet et ce sommet, on en a encore une autre. Voilà, donc on a une vraie dégradation du momentum, ce qui veut dire que même si d'un point de vue stricto sensu, on est encore dans une tendance haussière, puisqu'on est encore sur des creux et des sommets qui sont ascendants, eh bien, on a ici une formation de ce qui pourrait être une tête-épaule complexe ou un rounding top, peut-être encore autre chose. En tout cas, le secteur des semi-conducteurs, il est en tendance haussière, mais on voit très bien que cette tendance, elle fatigue. Alors, on va regarder maintenant Amazon. Alors, sur le titre, à moyen long terme, on va dire sur un horizon de temps de 24-30 mois, on est indiscutablement dans une tendance qui reste haussière. Hein. Même si je me mets en log, on voit bien que ce qui arrive à Amazon en ce moment, eh bien, c'est une correction intermédiaire légitime dans une tendance de fond primaire qui reste haussière. Le niveau d'invalidation de cette tendance haussière, eh bien, ça serait sur une clôture sous 1265 $. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur Amazon d'un point de vue technique à moyen terme parce qu'on vient de faire un nouveau sommet. Alors, évidemment, je sais que certains parmi vous me diront qu'elle est horriblement surachetée. Et ils ont raison. Et qu'une action qui est surachetée est donc vulnérable. Et ils auront raison de le souligner. Cela dit, on est malgré tout sur une tendance surachetée, mais qui est toujours haussière, avec là encore un RSI qui a réintégré sa zone de neutralité, mais on est sur un RSI qui est à 57, il peut baisser jusqu'à 40, puisque vous savez que dans les marchés haussiers, les zones de surachat sont à 80 et les zones de survente sont à 40. Donc, il peut encore baisser ce marché à moyen terme sans que ça remette en cause la physionomie haussière. Alors, sur un horizon de temps plus court, on n'est plus sur une tendance qui est haussière, mais on est sur une tendance qui est neutre. Alors, pourquoi cette tendance est neutre? Eh bien, parce que, vous le voyez, le creux de court terme qui précède le dernier sommet a été enfoncé et de surcroît avec un gap. Ça veut dire qu'on a maintenant une interruption de la séquence creux-sommet ascendant et pour la première fois, on a un creux baissier. Donc, je ne suis plus positif à court terme sur Amazon, je suis neutre et le risque, c'est de retourner effectivement à court terme sur 1320. La tendance serait de nouveau haussière sur le titre à court terme si on inscrivait un nouveau sommet. Alors là, vous voyez qu'on aurait creux, sommet, creux, sommet, creux et nouveau sommet. La tendance serait toujours haussière. Donc sur le titre, pour le moment, on va voir si on réintègre ou pas rapidement ce gap, si on le comble et si on le dépasse, ou si au contraire, on retourne sur 1320. Si effectivement on retournait sur 1320, nous pourrions parler de l'hypothèse d'une tête-épaule avec une ligne de coup sur cette zone, avec un retour sur le gap, ça serait l'épaule droite, et puis sur franchissement de 1320, c'est la ligne de coup. Nous aurions donc sur le titre une tête-épaule qui serait validée avec un target qui pourrait aller chercher la zone des 1050 $, c'est-à-dire la borne haute du gap haussier. Donc, vous l'avez compris, à moyen terme, haussier sur Amazon, pardon, et neutre à court terme. Microsoft maintenant, toujours haussier sur le titre, même si vous le voyez, on a fait avec ce nouveau sommet une très belle divergence baissière sur le RSI. Donc, on a un momentum qui se dégrade, mais on a toujours des moyennes mobiles, c'est normal, elles sont en retard, qui sont haussières.
on a une tendance qui a tendance, on a une tendance qui est en train de s'aplanir sur Microsoft, avec donc une zone de support entre 84 et 80. C'est cette zone ici qui, si elle était enfoncée, alors signalerait qu'à moyen terme, on est plus sur un mouvement haussier, mais sur un parcours qui deviendrait neutre, et on attendrait derrière l'inscription de sommets et de creux baissiers pour confirmer le retournement. En tout cas, vous le voyez bien, sur Microsoft, je suis toujours positif et je le reste tant que nous assistons à une évolution des cours comprise entre 80 et 84. Sur cette zone, eh bien, on serait en train de latéraliser, mais il y aurait une vraie dégradation technique sous 80 sur Microsoft. Alors, à court terme, ça va aller assez vite. On est également sur une tendance qui est plate. Le premier niveau de support, il est à 85. Le niveau de résistance, il est entre 95 et 97,30. Pour le moment, on est en train de latéraliser. Nous n'avons aucune opportunité pour faire quoi que ce soit parce qu'on est au milieu du range. Donc, il y aurait éventuellement des idées légitimes d'achat qui pourraient se comprendre sur le retour sur le support à 85. Enfin, pour le moment, on n'y est pas. Donc voilà, neutre à court terme sur Microsoft avec, vous le voyez, des prix qui sont passés en clôture sous la moyenne mobile à 45 périodes. Alors je le répète, je vous le dis toutes les semaines, mais c'est très important. Quand vous avez un prix qui est toujours au-dessus du moyenne mobile et que ce prix casse la moyenne mobile, eh bien cela signifie que le prix est en train de consolider. Non pas que la moyenne mobile ne fonctionne pas, mais au contraire, que ce qui était considéré avant comme un support ne l'est plus, et donc que le comportement a évolué. Le comportement, c'est quoi? C'est ce qui résulte de la perception et donc de la psychologie, et il y a bien un changement d'opinion sur Microsoft entre cette période où on voit bien que le titre est en nette progression et cette séquence-ci où on voit qu'il y a de l'offre qui rentre sur le marché et que par conséquent, on est plus maintenant dans un moment où acheteurs et vendeurs sont dans un rapport de force équilibré. Apple. Alors, vous voyez bien que dans la présentation que je vous fais, eh bien, on va de la plus forte, hein, c'est-à-dire Amazon, dans une tendance clairement haussière, vers Apple, c'est-à-dire on voit un momentum qui se dégrade doucement. Sur Apple, on voit qu'on est déjà en range puisqu'on n'a pas réussi à dépasser de façon significative le précédent sommet. On a des moyennes mobiles qui, contrairement aux autres, regardez Microsoft, regardez les moyennes mobiles sur Amazon, hein, puis regardez celles d'Apple, on voit bien que ça commence à latéraliser. Autrement dit, on va de la plus forte à la plus faible dans les GAFAM. Et Apple est plus faible puisque on a un échec pour l'inscription d'un nouveau sommet significatif avec une bougie noire importante la semaine dernière. Pour le moment, ça hésite. Le risque, c'est de retourner sur cette zone entre 155 et 150. Alors, ce qui est très important, c'est que malgré tout ce que vous pouvez lire dans la presse, c'est trop tôt pour annoncer un retournement baissier sur les GAFAM. Effectivement, il y a eu des prises de profit importantes, il y a eu la disparition d'un certain nombre de milliards de dollars dans la correction actuelle. Je crois qu'on en est à peu près à 500 milliards de capitalisation sur les GAFAM qui se sont volatilisés depuis le 12 mars. Mais malgré tout, on voit bien que techniquement, nous ne sommes pas encore en présence de marchés qui présentent les caractéristiques d'un retournement baissier. Sur Apple, tant qu'on est au-dessus de 150-155, à moyen terme, eh bien, on est sur un marché dont la tendance haussière est en train de faiblir, mais nous ne sommes pas sur un marché qui s'est retourné. Quand on regarde Apple à court terme, on n'est même pas encore dans une tendance baissière. On est au mieux neutre, c'est-à-dire que je peux dire,
que finalement, dans ce mouvement haussier qui n'est même pas véritablement une tendance, mais on va considérer que c'en est une, puisqu'on est déjà dans un trading range, mais même par rapport à ce mouvement-là, eh bien, on a fait un creux plus bas, on est revenu tester. Alors, on est en train d'assister peut-être à l'apparition d'un mouvement baissier, mais on voit que ça repart vers 172. Donc moi, je préfère sur Apple, puisque on a latéralisé et rebondi sur ce niveau à 165. Je suis neutre sur Apple et j'attends de voir effectivement si le titre va repartir sans être même aller tester la moyenne mobile à 200 périodes ou si on continue de baisser. Si effectivement on casse ce niveau à 164 $ sur le titre, alors on aura un mouvement baissier et on ira vraisemblablement rejoindre 154, 150. Pour le moment, sur Apple, toujours plat et au-dessus de 164 et en dessous de 184, on sera dans un espace de consolidation où il n'y aura pas grand-chose à faire. Google, alors est-ce que vous remarquez les nuances? Puisque sur Apple, je vais même repartir, sur Amazon, on fait un nouveau sommet. Sur Microsoft, on fait un nouveau sommet marginal. Sur Apple, on fait un sommet équivalent. Et puis, on passe maintenant sur les valeurs faibles. Sur Google, on fait un sommet moins haut. On fait un sommet moins haut et on vient tester la zone de polarité, résistance, support. Donc, vous avez vraiment la hiérarchie de la force des valeurs. C'est Amazon, Microsoft, Apple, Google et la plus faible, ça sera Facebook sur les GAFAM. Donc, dans la hiérarchie du momentum, eh bien l'avant-dernière, c'est Google, puisque on voit qu'on est sur une tendance plate avec un sommet qui est inférieur au précédent. On a un RSI qui est déjà à 44, donc on voit bien qu'on s'approche de la zone qui est importante comme étant support. On voit des moyennes mobiles qui se rapprochent. On voit également qu'on est déjà sur la polarité. Et si on casse cette polarité, eh bien on aura un sommet inférieur au précédent, un creux inférieur au précédent. Autrement dit, une tendance qui commencera à donner des signes de retournement. Alors attention, encore une fois, on n'y est pas encore. Ce que dit l'analyse technique, c'est qu'une tendance reste en vigueur tant qu'on ne peut pas prouver qu'elle s'est retournée. En l'occurrence, ça serait que sous 989 qu'on aurait un retournement et que par conséquent, la tendance n'étant pas retournée, on a peut-être un range qui est en train de se mettre en place sur Google Alphabet. Alphabet, c'est la holding qui tient donc Google et d'autres sociétés. Entre 990 et 1200, pour faire simple, on assiste à la latéralisation donc, du titre. Donc, on voit bien une dégradation du momentum. Mais comme vous le savez, on passe de haussier à plat, de plat à neutre, de neutre à baissier. Il y a tout un travail de distribution qui doit se mettre en place avant que le marché se retourne. Sur Google à court terme, voilà, vous voyez qu'on est retourné sur le support. Là encore, on a techniquement un niveau de gap qui a servi de zone d'achat, des opérateurs qui ont défendu ce niveau. Le marché a marginalement enfoncé la moyenne mobile à 200 périodes et immédiatement réintégré ce niveau. On va voir la semaine prochaine ce qui se passe. Si effectivement le rebond devait suivre, alors la cible, ça serait aux alentours de... Alors attendez. La cible, ça serait aux alentours de 1080, 1090. Voilà. Il peut y avoir un rebond jusque-là. Il y aura un travail à effectuer pour dépasser cette moyenne mobile à 45 périodes. Et puis, si on y arrive, alors on ira dans la partie supérieure du range. Pour le moment, on voit que là,
sur ces deux, regardez quand on se met en ligne de clôture, on a fait ici un creux plus bas que le précédent, avec une petite divergence haussière sur le RSI. C'est plutôt sympathique du point de vue des acheteurs, donc rebond à suivre ou pas la semaine prochaine. Alors, le marché américain n'a pas encore clôturé, il le fera ce soir à 22 h. On va voir comment le titre clôture. Si c'est une bougie verte, même avec une petite mèche, c'est plutôt positif. Pourquoi c'est positif? Parce que si on a une bougie verte avant un week-end, un long week-end, ça veut dire que les opérateurs ont suffisamment confiance pour tenir leur position pendant le long week-end. Et c'est plutôt un facteur un peu bullish. Si au contraire, ils prennent peur et qu'ils veulent tout solder avant que le week-end n'arrive, alors ça veut dire que on aura une grosse mèche haute et que il y a un risque baissier. Alors, il y a Pierre qui dit on est sur Alphabet. Mais oui. c'est déjà un peu vieux en fait. D'accord. Tu t'es trompé une fois dans les mots. Bon, alors Alphabet et Google, c'est la même chose. Hein. Google, c'est la marque, Alphabet, c'est l'entreprise. Voilà, ça, c'est depuis à peu près 1 an. Alors maintenant, on va regarder Facebook. Alors déjà, quand on regarde le titre, on voit bien qu'au-delà de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le scandale Cambridge Analytica, eh bien, Facebook ne progressait plus. Il y avait déjà un problème. Techniquement, ça se voyait que l'appétit acheteur pour Facebook était en train de se détériorer. Regardez la différence de progression entre toute cette période et celle-ci. Depuis, on parle, depuis juillet de l'année dernière. Ça fait environ 9 mois qu'il y a une pression vendeuse qui s'exerce sur Facebook, en dehors de toutes les considérations récentes de business model liés au traitement des data des personnes. Donc, en fait, peut-être que la baisse récente, c'est un prétexte pour prendre ses profits et allouer son argent sur une autre valeur, parce qu'on voit bien que ceux qui étaient sur Facebook, ils devaient se dire, j'ai peut-être fait une bêtise, j'aurais peut-être dû aller sur Amazon ou Microsoft, même Google. Donc tous ceux qui étaient intéressés par les GAFAM et qui étaient positionnés sur Facebook, ils étaient un peu contrariés. Et ils avaient raison de l'être, puisque si on faisait des ratios entre Facebook, Microsoft, Facebook, Apple, Facebook et tout le reste, eh bien, on aurait un ratio qui baisse et donc une sous-performance. Donc, en fait, peut-être que la très grosse déconvenue de la semaine passée est simplement le reflet d'un consensus qui était déjà négatif sur la valeur. Et c'est pour ça que ça a baissé comme ça. En tout cas, là, on a clairement une rupture d'une zone importante entre 174 et 166 et le risque, c'est de retourner sur 144. En tout cas, Facebook est plus en difficulté que les autres parce que, attendez, quand on voit la progression récente et quand on la compare à Amazon, vous voyez bien la différence de momentum. Hein. J'aime faire ces allers-retours rapides pour vous montrer le contraste qui existe entre deux valeurs. Donc Facebook est en phase de retournement. On pourrait tout à fait retourner sur 170 et puis après, si on rebaissait, alors on aurait une tendance qui serait à long terme en consolidation et à moyen terme qui se serait retournée. Sur Facebook, à court terme, je suis baissier puisqu'on a sommet, creux, descendant. Autrement dit, on va peut-être aller sur 172. C'est une très grosse zone de polarité. Support devient résistance. Et puis derrière, on repassera baissier. En tout cas, on a un RSI qui est très bas. Autrement dit, on a clairement à court terme la physionomie en termes de momentum d'un marché qui est maintenant baissier. Rebond technique possible sur cette zone et puis après, rebaisse possible à suivre. Alors, on sort maintenant des GAFAM, puisque Netflix n'en fait pas partie. Alors, Netflix fait partie d'un autre acronyme, c'est les FANG.
Le N tient pour Netflix. Et on voit là qu'on a un titre qui est très très fort. Hein. Très très fort, puisque son parcours, il est à mettre en perspective avec celui d'Amazon. Donc, très grosse progression sur Netflix, avec des moyennes mobiles qui s'écartent. J'ai presque envie de dire que c'est un peu trop fort. Parce que là, pour le coup, on avance, on assiste à une progression sur le titre qui est haussière et construite, et là, qui est carrément parabolique. Il n'y a quasiment plus de construction. On monte en quasi-ligne droite, et vous savez que quand un titre est suracheté, eh bien, il devient vulnérable. Alors, le premier niveau, il est ici, à 275, mais le vrai niveau d'invalidation sur Netflix, il est à 235. Alors, on en a parlé ensemble hein, de Netflix à plusieurs reprises ces derniers mois. J'étais très positif sur le titre, et effectivement, c'était le bon diagnostic. Maintenant, d'un point de vue purement technique, on est toujours sur un titre qui est fort, hein, puisque la tendance, regardez, en ligne de clôture hebdo, on retourne sur la première polarité, donc on pourrait tout à fait repartir, on verra bien ce que fait le marché. Bon, moi, je trouve que c'est un petit peu trop overbought sur Netflix. On ne peut pas vraiment parler de divergence baissière sur Netflix avec le RSI, puisque vous le voyez, c'est vrai qu'il fait un sommet plus bas, mais pour qu'une vraie divergence baissière puisse être validée, il faut que le premier sommet soit dans la zone de surachat et le deuxième sommet soit sorti de la zone de surachat, sous 70. Or, on voit bien qu'ici, le deuxième sommet, il est toujours en zone de surachat. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il y a une petite baisse de momentum, mais ce n'est pas très important. Le RSI, il n'est pas si faible que ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir un rebond sur cette zone? Si c'est le cas, ça veut dire que Netflix est juste hyper forte, puisque dans cette zone de turbulence, elle respecterait sa première polarité résistance-support. Moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on assiste à une rupture de cette zone et qu'on aille sur 235. Là, pour le coup, on devrait avoir des opérateurs, si le consensus n'a pas défavorablement évolué, qui se porteraient acquéreurs et viendraient soutenir la tendance. Alors, même à court terme, eh bien, je suis positif sur le titre, puisque je vous parlais à l'instant de cette polarité, résistance-support. Pour le moment, le support, il n'est pas enfoncé. C'est vrai qu'en séance, il l'a été, mais en clôture, il ne l'est pas, puisque la bougie que vous avez actuellement, c'est la bougie d'aujourd'hui. Il y a une espèce de marteau en formation, c'est un marteau qui est faible. Pourquoi il est faible, le marteau? Parce que j'aurais préféré, et vous comprendrez facilement pourquoi, que la mèche basse du marteau, elle vienne en fait taper la zone de polarité. En fait, on voit que cette zone de polarité, elle a été clairement identifiée par les opérateurs techniques, puisqu'on a clôturé juste au-dessus de la zone, mais le titre aurait été plus fort si la mèche basse était allée sur la polarité. Là, pour le moment, c'est la clôture, et c'est une clôture qui n'en est pas une, puisqu'elle n'aura lieu qu'à 22h ce soir. En tout cas, sur Netflix, à court terme, c'est de loin l'une des plus fortes, puisque même sur un horizon de temps très court, je suis toujours positif sur la valeur. Hein. Donc, on a d'un côté Facebook qui est très faible, et de l'autre côté du prisme, du spectre, on a Netflix. On va terminer avec Tesla. Tesla qui est donc en difficulté. Voilà, on voit bien déjà que elle n'a rien à voir avec toutes les autres, hein, puisqu'il y a eu une espèce de montée exponentielle sur le titre, et puis regardez la conso derrière. Tesla n'a plus rien fait entre février 2014 et janvier 2017. Derrière, on a un breakout haussier, et ensuite on réintègre cette très grosse zone de consolidation. Donc on voit bien que sur Tesla, on est sur une entreprise qui n'est plus dans le même panier industriel que les précédentes. Ça se voit sur le chart. C'est une histoire totalement différente. Cela dit, on est quand même sur une star de la côte des technos aux États-Unis, et puis sur une aventure industrielle absolument fabuleuse. Que ce soit du côté de l'automobile ou du côté de la conquête spatiale, on a quand même en face un type, Elon Musk, on ne sait pas trop si c'est un fou, un illuminé, un pur génie,
seule l'histoire nous dira si finalement il a réussi tous ses paris. Parce que Tesla, c'est quand même plus de capitalisation que General Motors. Donc on est quand même sur une histoire absolument invraisemblable avec cette valeur. Malgré tout, on voit bien que le business model, du point de vue de l'évolution du cours boursier, n'a aucun rapport, puisqu'on a quand même une défiance beaucoup plus importante sur Tesla que sur les autres. En tout cas, on est sur un titre qui consolide, voire qui baisse. Voilà. Je vous ai mis en rouge des creux et des sommets qui sont baissiers. La grosse zone de support maintenant, elle est à 240 $. Très forte accélération baissière cette semaine, avec les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Bon, Tesla, franchement, techniquement, elle n'est pas jolie. C'est la moins jolie de toutes. C'est la plus faible. Elle est encore plus faible que Facebook, puisque regardez Facebook, on a quand même assisté à un maintien des cours sans qu'on ait une tendance baissière. Là, pour Tesla, on est dans un trend qui est maintenant baissier. Bon, voilà, donc gap important qui avait franchi ce niveau de résistance, réintégrer, autrement dit, descendre à 240, voire beaucoup plus bas sur Tesla, ne m'étonnerait pas. En tout cas, pour le moment, c'est un titre qui peine. Voilà, chers auditeurs et chers Falco, j'en ai terminé avec ma revue des GAFAM. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai été tellement clair qu'il n'y a aucune question ou peut-être tellement ennuyeux que vous êtes tous endormis? En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a toujours Uber avec l'Eurostock 50, qui est toujours pareil que le CAC 40. Bon, alors on va aller voir. Attends, juste on termine sur le chapitre des GAFAM. S'il n'y a pas de questions, eh ben, visiblement, il n'y en a pas. Donc, on va aller voir. Tout est dit. Tout est dit. On va aller voir. Mais il faut dire que j'ai déjà vu aussi des commentaires comme quoi je ne devrais jamais interrompre Laurent parce qu'il faut écouter religieusement les mots qui disent Laurent. En fait. Donc, c'est toute interruption, c'est du péché en fait. Donc, alors, chers auditeurs, je profite de ce petit aparté de Falco pour vous dire qu'il ne faut surtout pas écouter ni personne d'ailleurs religieusement. Justement, j'aimerais que vous m'apportiez la contradiction et que vous me disiez, Laurent, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que ceci, cela, et on pourrait débattre et ça apporterait effectivement du piment à nos discussions. Donc surtout, ne soyez pas trop docile avec mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, il y a des questions sur Tesla, il y a un support 160. Alors, Tesla, il y a un support à 160. Ouais, c'est celui-là. Oui, 180. Non. Alors, si on se met en ligne de clôture, alors en clôture hebdo, il y a un support à 180 et puis après, il y a un autre support à 150. Voilà. Et quand on se met en bougie, c'est pareil, 180 et 150. Donc, je ne sais pas pourquoi il nous dit 160. Ouais, bon. Il est 19h18. Est-ce qu'on regarde vite fait l'Eurostoxx parce que sinon on est Oui, alors attends, je vois une question. Il n'y a pas de moyenne mobile à 200 périodes sur Tesla en hebdo parce que la moyenne mobile 200, c'est du daily. C'est celle-là, c'est la verte. Voilà, alors on va passer à l'Eurostoxx. Et Claude se corrige, non 180, mauvaise lecture. Alors, qu'est-ce que c'est la question, Falco, sur l'Eurostoxx? Uber, c'est quoi ça? Je ne veux pas dire ça, excusez-moi. Donc, non, Uber dit aussi une question, si Laurent a le temps de reprendre l'Eurostoxx, reprendre l'Eurostoxx 50, c'est quoi? Alors, ça y est, on est sur l'Eurostoxx 50. Alors, c'était quoi la question? Il y avait une question? Non, c'est quoi, il dit. C'est quoi? L'Eurostoxx 50, c'est un indice, ça on sait, mais à mon avis, il faut savoir ce que... Qu'est-ce que c'est? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait l'Eurostoxx 50? À mon avis, c'est ça, parce que l'Eurostoxx 50... Alors, l'Eurostoxx 50, c'est l'indice des 50 plus grosses capitalisations de la zone euro. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est. Maintenant, d'un point de vue technique, qu'est-ce que c'est l'Eurostoxx 50? C'est rien. C'est un gros pâté avec un excès baissier sous 3322. Cet excès
vous le voyez, le support a été rompu. On l'a réintégré hier et aujourd'hui. Le fait qu'on réintègre aussi vite un support, ça nous fait penser que c'est peut-être un excès. Maintenant, si effectivement on casse 3275, ce n'était pas un excès. Donc on est vraiment là encore sur la ligne de partage des eaux sur l'Eurostoxx 50. Ce qui est évident, c'est qu'il est plus faible que le CAC. Regardez la différence, comment lui a cassé son support et comment le CAC, si je le trouve, est resté sur son support. Donc ça veut bien dire que quand un marché est fort, il va s'arrêter avant son support dans le repli. Quand un marché est faible, il va casser son support dans le repli. Quand un marché est fort, il va dépasser la résistance et quand il est faible, il va s'arrêter sous la résistance. Voilà, donc l'Eurostoxx 50, voilà ce qu'on peut dire. Le CAC a tenu le choc, l'Eurostoxx 50, il a cassé, il a réintégré. Affaire à suivre. De toutes les façons, maintenant, demain, c'est férié. Exactement. Et lundi, c'est le lundi de Pâques. Ça veut dire qu'on va pouvoir oublier les marchés pendant 4 jours. Je crois que c'est le seul moment de l'année où les marchés sont fermés pendant 4 jours d'affilée. Ça va permettre à tout le monde de reprendre ses esprits, à reposer tous les arguments pour et contre des achats pendant le week-end. Et puis la semaine prochaine, je suis fatigué. La semaine prochaine, on va bien voir s'il y a de l'appétit, si tous les nuages noirs se sont écartés et si les opérateurs vont reprendre le chemin de la confiance et qui vont par conséquent payer les indices et les actions, ou si au contraire, ils vont accentuer leur frilosité. Et dans ce cas-là, le support du CAC va être enfoncé, le support du S&P va être enfoncé et on va partir dans une correction beaucoup plus importante. 4009, c'est le minimum sur le CAC. Oui, Falco. Donc, Hubert est très en forme ce soir. Il nous dit chocolat à fond de la caisse, c'est très bien. Et en même temps, il nous conseille de ne pas trop manger du chocolat ce week-end. C'est ce que je voudrais aussi vous conseiller. Comme ça, on se retrouve toutes en bonne santé. Exactement le week-end prochain. La semaine jeudi soir et mardi soir. Voilà, c'était une semaine riche en événements. Merci à vous tous d'avoir été aussi avec nous si nombreux, comme d'habitude. Et on dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Falco. Merci très intéressant. Tous. Donc, les GAFAM, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, en fait? Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, puisque Falco me pose la question, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous regarderons le secteur des services aux collectivités, qu'on appelle les utilities, parce qu'il s'y passe des choses, ma foi, fort intéressantes qui méritent un petit diagnostic. Et pourquoi ça? C'est à cause des taux ou pourquoi Eh bien justement, voilà, on a des taux qui se détendent un petit peu. Les utilities, c'est un peu un proxy pour les obligations et on a par conséquent un marché du secteur aux collectivités qui reprend un petit peu de vigueur. Est-ce que cette reprise, ça annonce quelque chose ou est-ce que c'est que de la technique pure et dure? Réponse au prochain épisode. Ne ratez pas le prochain webinaire. Exactement. Les invitations partiront demain matin. On vous souhaite un super week-end. Merci beaucoup. Reposez bien et à la semaine prochaine. Excellente soirée. Au revoir. Merci à tous. Ah, et n'oubliez pas une chose. Abonnez-vous tous à notre chaîne YouTube. Super important que... Voilà, je remontre tout ça en fait. Elle est où là? Cette super chaîne. Voilà, c'est ça en fait. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.